Bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire sur le calcul sécurisé. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Geoffroy Couteau, qui est chargé de recherche au CNRS. Il exerce au laboratoire IRIF, situé à l'université Paris-Cité, pas très loin d'ici. Et donc c'est un spécialiste du calcul multipartite, du calcul sécurisé, et notamment des questions de transfert inconscient, dont nous avons parlé dans le cours, et d'autres utilisations possibles donc, de cette notion d'aléa corrélé. Et j'ajoute qu'il commence un projet ERC sur ces thèmes. Voilà. Donc merci Geoffroy, c'est à toi. Merci beaucoup Xavier pour l'introduction. Donc, bonjour tout le monde, comme Xavier l'a dit, je suis Geoffroy Couteau, je suis chargé de recherche à l'IRIF, à l'université Paris-Cité, donc dans le sud de Paris. Et ici je voudrais vous parler un peu de calcul sécurisé et du modèle qu'on appelle de l'aléa corrélé. Vous avez déjà pas mal entendu dans le cours de Xavier ce que c'est le modèle, même si ça n'a pas encore été nommé. Et l'intérêt, ce sera de vous faire comprendre comment est-ce que cette notion du modèle de l'aléa corrélé en calcul sécurisé, c'est ce qui nous a permis de faire passer le calcul sécurisé d'un bel objet théorique à quelque chose qui tourne en pratique. Alors dans le cadre de cet exposé, mon objectif, après vous avoir fait quelques rappels, des rappels d'un cours d'il y a une heure, on va parler plutôt d'enfonçage de clous, après avoir enfoncé quelques clous sur les notions qu'on manipule, par exemple de transfert inconscient, je vais essayer d'expliquer comment est-ce qu'on fait passer efficacement à l'échelle le calcul sécurisé. Et je vais essayer de transmettre deux intuitions principalement. En tout cas, j'estimerais que le séminaire est réussi si j'ai réussi à transmettre ces intuitions. La première, c'est une intuition des coûts. Une intuition de les objets qu'on manipule en calcul sécurisé. Si j'essaie de les implémenter et de les faire tourner sur des problématiques classiques, combien de temps ça prend et est-ce que c'est efficace? Et on va voir notamment que le protocole GMW, que vous avez vu, je pense, la semaine dernière, serait complètement inefficace si on tentait de le faire tourner dans sa version originelle. Et on va voir comment est-ce qu'on peut régler ça. Et une autre intuition que j'aimerais réussir à transmettre, c'est au travers d'interludes et d'analogies, donner une intuition des choix stratégiques qui sont faits sur pourquoi est-ce qu'on construit aujourd'hui les protocoles de calcul sécurisés avec l'approche qu'on a choisie, avec l'approche que je vais vous décrire. Donc tout ça pour vous dire qu'il y aura peut-être des aspects un peu plus techniques vers le milieu, fin du cours, mais que même si vous perdez le fil à un moment, vous pouvez toujours vous raccrocher au fait qu'il y a des informations à récupérer sur combien ça coûte, quelques analogies, quelques interludes utiles. Donc ça vaut toujours le coup de se raccrocher, même si on a perdu le fil rouge global à un moment donné. Donc, transfert inconscient, rappel ou enfonçage de clous, Alice a deux documents. Bob aimerait apprendre l'un d'entre eux, et Alice ne veut pas révéler plus qu'un seul des documents. Donc ici, Bob veut apprendre le document bleu, mais ne doit rien apprendre sur le document gris. Et Bob ne veut pas révéler son choix, donc Alice ne doit pas être capable de distinguer le cas où Bob a appris le document bleu du cas où Bob a appris le document gris. Alors tout ça, combien ça coûte? Eh bien, j'ai pris par exemple la construction EGL, donc qui vous a été présentée à l'heure précédente. Si on instancie le chiffrement avec le chiffrement Elgamal qu'on utilise pour faire des opérations sur courbe elliptique, une librairie standard, et qu'on fait tourner tout ça sur une plateforme Amazon, donc un serveur assez puissant, ça va coûter à peu près 250 microsecondes de calcul. Alors ces chiffres peuvent pas mal varier en fonction de la courbe elliptique choisie, du serveur sur lequel on fait tourner tout ça. Mais on parle de 250 microsecondes de calcul à peu près, et de 128 octets de communication. Donc Smile est content parce que, a priori, tout ça, ça semble plutôt rapide. Ah oui, je reviens en arrière, j'ai oublié de vous dire, tout le long du cours, j'aurai des petits encadrés en bas à droite qui seront les encadrés pour vous donner des estimations de coûts. Voilà, donc ce sera toujours ce code couleur et ce petit encadré pour vous dire combien ça coûte. Donc ici, ça coûte pas grand-chose, c'est quelques centaines de microsecondes et c'est quelques dizaines d'octets de communication. A priori, c'est plutôt rapide. Le problème surgit quand on se demande qu'est-ce qu'on veut faire de ce transfert inconscient.
Et ça, Xavier vous l'a bien expliqué, le transfert inconscient, c'est une brique de base du calcul sécurisé. Donc on a un ensemble de protagonistes, ici 4, qui ont des entrées secrètes, et qui voudraient calculer une fonction f sur leurs entrées secrètes. Comment on fait ça? S'ils étaient 2, on leur suggérait d'utiliser des circuits brouillés. Quand ils sont 4, les circuits brouillés, c'est beaucoup plus compliqué à généraliser à plus de 2 joueurs. Donc l'approche classique, ça va être d'utiliser le protocole GMW, pour Goldreich, Micheli et Wigderson, du nom de ses auteurs, qui consiste à donc, prendre le circuit booléen qui va représenter la fonction qu'on veut calculer. Ici, je prends un circuit booléen qui n'est absolument pas cohérent, mais avec des portes E et des portes XOR. C'était juste pour avoir une image. Et on va laisser les joueurs calculer les portes à partir de ces transferts inconscients. Donc très rapidement, les joueurs vont maintenir des parts additives des valeurs qui transitent sur les fils du circuit. Les portes XOR vont être calculées en additionnant localement ces parts additives et les portes E vont utiliser un transfert inconscient, donc OT pour Oblivious Transfer, de type 1 parmi 4. Et comme Xavier vous l'a dit, ça on peut l'instancier essentiellement avec l'équivalent de 2 Oblivious Transfers, de 2 transferts inconscients, 1 parmi 2. Et donc voilà, pour notre première porte E, nos joueurs vont invoquer, disons, 2 protocoles de transfert inconscient 1 parmi 2. Ça, c'est s'ils étaient 2. S'ils sont n, on va compter à peu près n carré exécution d'un protocole de transfert inconscient 1 parmi 2. Et quel est le problème? Le problème, c'est qu'ils vont devoir faire ça pour chaque porte E du circuit. Donc si notre circuit a plein de portes E, on va en avoir un paquet. Et tout ça, dès qu'on veut calculer des fonctions un tout petit peu intéressantes, ça va être extrêmement coûteux. Parce que la représentation sous la forme d'un circuit booléen d'une fonction, c'est une représentation très bas niveau. Et donc même des fonctions d'apparence simple que vous allez écrire avec quelques lignes de code, quand vous allez représenter leur circuit booléen, vous allez avoir quelque chose de gargantuesque. Alors j'ai dit que j'allais donner des chiffres, donc je vais prendre un exemple que j'aime bien prendre, qui est celui de la distance d'édition. Si vous ne connaissez pas la distance d'édition, ça mesure la distance entre 2 chaînes en comptant le nombre d'insertions, de suppressions et de modifications de symboles qui sont nécessaires pour transformer une chaîne en une autre. Donc, par exemple ici, si je prends 2 bouts de génome, que je veux transformer l'une des chaînes en l'autre, je vais d'abord remplacer le A par un C, puis supprimer un A, et ainsi de suite, vous pouvez me faire confiance, jusqu'à l'étape finale où je vais remplacer le A ici par un T, et j'aurai bien obtenu la chaîne finale, donc la distance d'édition entre mes 2 chaînes, c'est 8. Et on a des algorithmes qui calculent efficacement cette distance d'édition, qui utilisent de la programmation dynamique, du dynamic programming, qui sont, comme j'ai dit, efficaces, ils tournent très rapidement sur votre ordinateur et ils sont très utilisés en pratique. Et j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est typiquement un cas d'un type de calcul qu'on veut faire dans la vie réelle. C'est une métrique qui est très utilisée pour comparer des génomes, pour essayer de voir combien est-ce qu'il y a eu beaucoup de mutations, est-ce que des génomes sont proches, ce genre de choses. Et des génomes, c'est typiquement des entrées assez privées. Voilà, si vous voulez que quelqu'un fasse des calculs sur votre génome, c'est mieux si vous n'êtes pas obligé de révéler le détail complet de votre génome, de votre ADN. À ces personnes, ça contient beaucoup d'informations très sensibles sur vous, votre santé et ce genre de choses. Donc, supposez qu'on ait des petits bouts de génome, des petits bouts d'ADN, et qu'on veuille calculer la distance d'édition entre les deux. Combien ça va coûter? On va se restreindre au cas où nos petits bouts d'ADN, c'est des portions qu'on va encoder sur 512 octets. C'est vraiment, vraiment très petit. Si vous prenez l'ADN et que vous tentez de l'encoder aujourd'hui en octets, l'encodage complet va faire 800 millions d'octets. Donc 512 octets, on parle de comparaison d'un tout petit bout de génome. Cette comparaison, le calcul de la distance d'édition entre ces tout petits bouts de génome, si vous en écrivez le circuit booléen, vous allez vous retrouver avec un circuit qui a 6 milliards de portes, et là je compte uniquement les portes AND, parce que les portes XOR ne sont pas coûteuses. Et ça, c'est très gros, c'est-à-dire que si on refait notre petit encadré pour savoir combien ça coûte en prenant les chiffres que j'ai donnés juste avant, avec le protocole EGL qui tourne sur une plateforme Amazon, vous êtes parti pour 1200 heures de calcul et 1 téraoctet de communication, et ça, c'est seulement pour 2 joueurs. Si vous aviez n joueurs, vous devez multiplier ça par à peu près n carré. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire que le calcul sécurisé, si vous êtes 4 joueurs et que vous voulez calculer la distance d'édition entre 2 génomes, ce n'est pas suffisamment efficace si on utilise directement le transfert inconscient tel qu'on l'a construit et qu'on le répète autant de fois que nécessaire. Donc, comment est-ce qu'on fait? On a besoin de pouvoir faire des calculs plus rapidement, et donc l'idée de base, ce serait de se dire, il suffit de rendre le transfert inconscient plus rapide.
C'est une idée que les scientifiques ont depuis 40 ans. Le problème, c'est que c'est très difficile. On ne sait essentiellement pas faire. Déjà parce que ça fait 40 ans qu'on essaye et qu'on arrive seulement à améliorer l'efficacité d'un transfert inconscient à la marge, mais on a aussi des raisons un peu plus fondamentales de penser que c'est vraiment difficile. Notamment, l'une d'entre elles, c'est qu'on sait que le transfert inconscient implique la cryptographie avec les publics et donc nécessite nécessairement des hypothèses de cryptographie avec les publics qui sont coûteuses. Donc qu'est-ce qu'on fait si jamais on ne sait pas faire un calcul rapidement mais qu'on a quand même envie de réussir à faire un calcul qui est long? Eh bien, quand on veut faire quelque chose qui est long et qu'on ne sait pas le faire rapidement, comme dit l'adage, il faut le commencer en avance. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, disait La Fontaine. Donc ce que ça veut dire dans notre cas, c'est qu'on va essayer de trouver des méthodes qui permettent aux joueurs de commencer le calcul le plus en amont possible du calcul effectif de la fonction. Ça, c'est le modèle du calcul sécurisé avec aléa corrélé, dans lequel on va demander à nos protagonistes Alice et Bob, le plus en avance possible, de préparer leur calcul. Et pour qu'ils puissent faire ça en avance, on veut qu'ils puissent le faire tellement en avance qu'ils le font à un moment où ils ne connaissent pas encore les entrées du calcul, voire même la fonction qu'ils voudront calculer. On peut se dire que voilà, l'un d'entre vous et moi, on se dit peut-être dans un an, on sera sur le terrain, on va faire des analyses, des mesures, et on voudra faire un calcul sur ces mesures qui sont sensibles, on voudra le faire de façon sécurisée, et à ce moment-là, on aimerait bien ne pas attendre 1200 heures pour avoir le résultat. Eh bien, on peut commencer dès aujourd'hui à préparer ce calcul, même si on ne connaît pas encore les résultats des analyses, voire même les statistiques qu'on va vouloir calculer, on veut pouvoir se préparer en avance. Et donc, ce protocole peut être lent. Il va être typiquement plus lent, on va voir qu'on ne veut quand même pas qu'il soit trop lent, mais il peut être plus lent puisqu'on a le temps, et il va produire ce que j'appelle des chaînes aléatoires corrélées. Alors, j'ai tendance à abuser des dessins à la place des symboles puisque j'essaye de ne pas mettre trop d'équations, donc vous me pardonnerez, donc il y a des tortues pour indiquer lent, des lièvres pour indiquer que c'est rapide, et des dés pour dire que c'est de l'aléa. On comprend à peu près quand même. Donc ce que ce protocole de précalcul va distribuer à Alice et Bob, c'est ce que je vais appeler des chaînes aléatoires corrélées. Aléatoires parce qu'elles ne dépendent d'aucune entrée secrète, corrélées parce qu'elles peuvent avoir une certaine corrélation entre elles. Et lorsqu'Alice et Bob apprendront leurs entrées, X et Y, je voudrais qu'ils puissent réutiliser ces chaînes aléatoires corrélées générées en avance pour accélérer l'exécution du calcul. Alors d'expérience, la première fois que je présente ça à des gens, en général c'est un peu abstrait, on ne comprend pas forcément pourquoi ça pourrait être utile de préparer en avance un calcul si on ne connaît ni les données ni le calcul lui-même qu'on va vouloir faire. Alors, vous, c'est un peu différent parce que vous avez déjà eu le cours de Xavier juste avant, donc vous avez peut-être déjà une idée de ce que ça va être la solution ici. En tout cas, il l'a donné dans son cours, même si ça n'a pas été nommé comme ça. Mais une autre manière de transmettre cette intuition, c'est par une analogie, qui est l'analogie avec la communication sécurisée. Parce que le cadre de la communication sécurisée, c'est quelque chose dont on est bien plus familier. Alice va envoyer un message à Bob et on voudrait que seul Bob puisse lire ce message. Et en fait, il y a un phénomène très similaire qui se produit là. Et comme on va le voir à plusieurs reprises dans cet exposé, le calcul sécurisé imite souvent ce qu'on fait en communication sécurisée. On tente de reproduire les recettes qu'on marchait. Donc là, par exemple, on a Alice qui dispose d'un message qu'elle voudrait envoyer de manière sécurisée à Bob, et elle veut faire ça très rapidement. Et donc, une manière de préparer cette transmission en avance, c'est qu'Alice trouve en avance un moyen d'envoyer une longue clé secrète à Bob. Cet envoi doit être fait de façon sécurisée, donc je reste flou sur la manière dont ça va être fait, mais cette méthode peut être très, très manuelle, un envoi postal dans une boîte fermée avec un cadenas. Mais à l'issue de ce protocole, Bob doit connaître une longue clé secrète. Et donc on peut voir ça comme Alice et Bob partagent désormais des longues chaînes aléatoires corrélées, pour une corrélation qui est triviale puisque c'est simplement l'égalité. Alice et Bob sont d'accord sur une même longue clé aléatoire. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir utiliser le chiffre de Vernam, ou donc le one-time pad en anglais. Alice va simplement masquer son message en le XORant avec cette longue clé et l'envoyer à Bob. Et ça, c'est aussi rapide que ce qu'on peut faire. Le message envoyé est de la même taille que le message original. Le coût du calcul, c'est juste un XOR. C'est très rapide et ça marche très bien. Et cette approche de la communication sécurisée, dans les versions modernes, on ne le présente pas forcément exactement comme ça, mais c'est une approche historique classique de la communication sécurisée. Par exemple, en 1963, pendant la guerre froide, lors de l'établissement du téléphone rouge entre le Pentagone et Washington, c'est exactement ce système-là qui avait été utilisé.
où le protocole tortue pour transmettre la clé secrète lentement entre le Pentagone pardon, j'ai dit entre le Pentagone et Washington, je veux dire entre le Pentagone et Moscou. Pour transmettre la clé secrète entre le Pentagone et Moscou, c'était un ambassadeur qui se promenait avec une valise qui contenait un ruban magnétique sur lequel il y avait la clé, et la valise était fermée par un gros cadenas. Je suppose qu'il dormait en serrant sa mallette contre lui, et il faisait le trajet lentement, mais il pouvait amener à bon port la clé, et au moment d'une urgence, au moment où il fallait décrocher le téléphone rouge, il n'y avait pas de téléphone rouge, je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mais au moment où il fallait communiquer de façon sécurisée et rapidement entre la Russie et les États-Unis, eh bien, les protagonistes utilisaient le one-time pad et se le transmettaient très rapidement avec la technologie de pointe de l'époque, donc le télétype, l'ancêtre du fax. Donc ça, c'est on peut voir ça comme une approche de la communication sécurisée où on s'autorise une phase de précalcul lente pour accélérer la phase effective d'exécution du protocole. Et on voit typiquement que ce qu'on veut, c'est que le protocole à la fin utilise seulement quelques XOR et n'utilise plus de cryptographie. Parce que la cryptographie, les exponentiations, ce genre de choses, c'est ce qui est lent. Et bien, en calcul sécurisé, on essaie de faire exactement la même chose, sauf qu'on a des types d'aléas corrélés qui sont plus compliqués. Au lieu d'avoir des chaînes aléatoires qui sont égales, eh bien, on a des types d'aléas corrélés qui vont dépendre un peu du type de calcul et du modèle de calcul qui va nous intéresser. Donc, par exemple, celui que Xavier vous a montré, c'est, par exemple, si on veut faire du GMW et qu'on veut évaluer des circuits booléens, disons dans le cas à 2 joueurs, ça se généralise très rapidement au cas à n joueurs, et dans le modèle semi-honnête, c'est-à-dire où les attaquants sont passifs, eh bien, la corrélation naturelle que les joueurs vont vouloir générer, c'est ROT, c'est Random Obvious Transfer, c'est transfert inconscient aléatoire, où Alice obtient des R0, R1, et Bob obtient un bit sigma et le R sigma correspondant. Donc là, j'utilise le ROT aléatoire variante, où le bit de sélection de Bob est lui aussi complètement aléatoire, puisque je veux que les joueurs préparent très en avance le protocole, donc ils ne connaissent aucune entrée à ce stade. Mais pour des types de calculs un peu différents, eh bien, en fait, on a à chaque fois un aléa corrélé qui est le choix optimal d'aléas qu'on va pré-générer pour accélérer ce type de calcul. Si par exemple on veut maintenant calculer des circuits arithmétiques, au lieu d'avoir des XOR et des on va avoir des additions et des multiplications, par exemple sur un corps fini ou sur un anneau, eh bien la génération naturelle, c'est ce qu'on appelle les évaluations inconscientes linéaires aléatoires, Random Obvious Linear Evaluation, qu'on peut voir comme une généralisation du transfert inconscient à des structures plus grandes. Si on veut du calcul sécurisé résistant aux attaquants actifs, eh bien une bonne approche, c'est d'utiliser des triplets authentifiés. Donc ça, c'est les triplets de Beaver dont Xavier vous a parlé la semaine dernière. Mais donc on a des pares de AB et AB, et on a aussi des versions authentifiées de ces pares avec un MAC, donc un delta connu donc un joueur, dont les joueurs ont des pares, et qui multiplie ces valeurs. Et ça, ce MAC va permettre, quand on reconstruit les valeurs, on reconstruit aussi les valeurs avec le MAC et on vérifie que la multiplication marche. Et bien là, on est convaincu que les joueurs n'ont pas pu tricher à très haut niveau. Donc ces triplés authentifiés, si on arrive à les générer efficacement, on peut calculer des circuits arithmétiques arbitraires très rapidement en étant sécurisé contre les attaques actives, puisque le MAC permet de vérifier, par une vérification linéaire simple au moment où on reconstruit les valeurs, que les joueurs n'ont pas triché. Et il y en a plein d'autres. Là, je donne vraiment quelques exemples, mais si vous savez que vous allez faire de l'algèbre linéaire, souvent, ça va être utile de partager des triplets de Beaver matriciels. Vous préparez des pares de matrices aléatoires AB et leurs produits pour accélérer des multiplications de matrices. Si vous savez que vous voulez faire des requêtes à des bases de données, ça peut être utile de partager ce qu'on va appeler des tables de vérité à usage unique, et ainsi de suite. Chaque type de calcul a son type d'aléa corrélé qui va l'accélérer considérablement. Et donc, au risque d'être décevant avec tout ce teasing, moi, dans cet exposé, je vais vous parler principalement de la première ligne, le transfert inconscient aléatoire, parce que c'est notre brique de base, et que, en fait, si on veut résoudre les problèmes des suivants, on est obligé d'avoir d'abord résolu nos problèmes pour le premier. Si on ne sait pas faire le premier rapidement, on ne saura pas faire les suivants rapidement. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on génère des transferts inconscients aléatoires très rapidement en pratique. Et en toute fin, j'ouvrirai pour expliquer qu'il y a de la recherche active pour étendre ces méthodes à tous les autres types de corrélations qu'on pourrait envisager. Et donc le calcul sécurisé, c'est un domaine où il y a de la place pour tout le monde. Il y a énormément de domaines, de modèles, de manières d'approcher le problème. Et donc à chaque fois, il y a des tas de nouvelles questions à se poser dès qu'on change un peu le type de fonction auquel on s'intéresse. Bien, donc des transferts inconscients aléatoires, supposons qu'on veuille en faire plein. Donc l'idée est la suivante, Alice et Bob voudront faire un transfert inconscient plus tard, ils ne savent pas encore sur quelle donnée, donc Alice
reçoit au hasard 2 entrées R0 et R1. Bob reçoit au hasard un sigma et le transfert inconscient donne R sigma à Bob. Ensuite, nos protagonistes vont retenir le résultat de cette exécution d'un transfert inconscient sur des données aléatoires. Et lorsqu'ils découvrent les données effectives sur lesquelles ils veulent en fait faire un transfert inconscient, eh bien, Xavier vous l'a dit, ils peuvent utiliser ce transfert inconscient aléatoire pour le dérandomiser. Là, je donne la version légèrement généralisée où sigma est aussi aléatoire. Et en fait, ça ne change pas grand-chose puisqu'on va simplement demander à Bob de transférer d'abord le XOR entre sigma et son bit de sélection B. Donc transférer le XOR, ça revient à dire à Alice est-ce que sigma et B sont identiques. Si sigma et B sont identiques, ça ne révèle pas d'informations sur B puisque sigma était aléatoire, Alice va simplement donc masquer ces deux messages avec R0 et R1, et s'ils sont différents, elle va faire la même chose, mais elle va échanger les rôles de R0 et R1 avant, ce qui correspond à échanger celui des deux messages que Bob va réussir à décoder. Et donc à la fin, Bob réussira toujours à récupérer le message qu'il est censé obtenir et rien de plus. Donc, si on précalcule des transferts inconscients sur des bits aléatoires, on peut les dérandomiser ensuite. Ça va nous coûter 3 bits de communication, si c'est des bits qu'on veut transférer, et quelques XOR. C'est très rapide. Donc, très rapide. Donc tout ça, c'est pour... donc, tout ça, pardon. Si ensuite Alice et Bob veulent calculer un circuit plus complexe, ils vont en préparer plein. Et l'exécution du circuit complexe, une fois la préparation terminée, sera très rapide, une fois qu'ils auront ces chaînes aléatoires corrélées. Par exemple, en utilisant un processeur cadencé à 2,4 GHz, même avec un seul cœur, ils vont pouvoir processer jusqu'à 67 milliards de portes par seconde. Donc là, le cas de cette distance d'édition, elle va être faite en 1/10 de seconde, avec 6 bits de communiqué par porte. Donc on est dans les quelques gigaoctets de communication, ce qui est quand même faisable assez rapidement aujourd'hui. Ça, c'est très bien. Ce qui est moins bien, c'est que la phase de précalcul, pour générer tous ces transferts inconscients aléatoires, eh ben, on est toujours sur nos 1200 heures de calcul et notre téraoctet de communication. On peut le commencer en avance, mais faut vraiment avoir du temps. Et il faut avoir envie d'utiliser son ordinateur pendant 50 jours d'affilée, uniquement pour calculer des transferts inconscients aléatoires. C'est pas génial. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bon, donc on a une tortue, est-ce qu'on peut la faire aller très vite? Il y a une recette pour ça, en 3 étapes. C'est ce que je vais vous donner dans le reste de cet exposé. La première recette, c'est d'observer que des transferts inconscients aléatoires, eh bien pour les construire, il suffit d'être capable de fabriquer ce qu'on appelle des transferts inconscients corrélés, COT pour Correlated Oblivious Transfers, qui est un objet qui est plus simple, parce que c'est un objet dans lequel une partie des transferts inconscients reste la même pour tous les transferts inconscients. Donc on se facilite la vie, mais on va voir que si on sait faire ça, eh bien on arrivera à les décorréler pour les transformer en transferts inconscients aléatoires. Une fois qu'on aura fait ça, on a vu que pour faire un très grand nombre de transferts inconscients corrélés, eh bien, il suffit de faire quelques protocoles de transfert inconscient et d'utiliser un générateur pseudo-aléatoire. Xavier vous a expliqué comment à partir de circuits brouillés. C'est la méthode originelle et on peut faire plus rapide en plongeant un petit peu les mains dans le cambouis. Et donc on peut faire même beaucoup plus rapide. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va, dans toute fin d'exposé, expliquer que si notre générateur pseudo-aléatoire a certaines propriétés, donc je veux dire s'il est presque homomorphe, eh bien, on va pouvoir générer ce nombre quasi arbitraire de transferts inconscients corrélés qu'on peut ensuite transformer en transferts inconscients aléatoires, quasiment sans communication. Quand je dis quasiment sans communication, ça veut dire une quantité de communication fixe, indépendante du nombre de transferts inconscients corrélés qu'on va vouloir générer. Voilà, donc tout ça, c'est la roadmap. Donc, ce qu'on veut fabriquer, fondamentalement, c'est une méthode qui nous permet de construire un grand nombre de transferts inconscients à faible coût à partir d'un petit nombre de ces transferts inconscients coûteux, puisque un transfert inconscient, on ne sait pas le faire rapidement, mais si on en fait quelques-uns lents, eh bien, est-ce qu'on peut les réutiliser, amortir leur coût pour en générer plein? Donc, Alice et Bob doivent pouvoir exécuter quelques transferts au début. C'est très coûteux, mais il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, on veut qu'ils communiquent entre eux et qu'ils puissent étendre ces quelques transferts inconscients en un très grand nombre. Donc exactement ce que Xavier vous a montré qu'on pouvait faire en fin de cours avec des circuits brouillés. Et donc ça doit être très peu coûteux. Le problème de la version avec circuit brouillé, c'est que ce n'est pas assez peu coûteux pour être, disons, véritablement compétitif en pratique. Et là, je fais un autre interlude, parce que donc là, vous avez déjà vu une construction, vous avez déjà une intuition, mais souvent, pareil, les personnes à qui je présente ça la première fois
trouve que ce n'est pas très intuitif qu'on puisse faire seulement quelques transferts inconscients et amortir leur coût, eh bien, l'analogie, c'est toujours une analogie avec un phénomène similaire dans la communication sécurisée que Xavier vous a déjà expliqué. Si Alice a, disons, des gigaoctets de données qu'elle veut envoyer à Bob, comment est-ce qu'elle va transférer ça? Bob génère une clé publique, l'envoie à Alice. Alice peut chiffrer une donnée et l'envoyer à Bob. Par exemple, chiffrer ça avec Elgamal, donc on va faire 2 exponentiations. Le problème, c'est que 2 exponentiations, c'est quelques dizaines de microsecondes, et que si on devait chiffrer des gigaoctets de données, 1 gigaoctet de données, on est parti pour 3 mois et demi de calcul sur un cœur de votre ordinateur. Ce n'est pas envisageable. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ce qu'on appelle du chiffrement hybride. On va faire une petite quantité de ce chiffrement à clé publique coûteux, et ensuite, on va l'amortir en utilisant un générateur pseudo-aléatoire. Donc notre générateur pseudo-aléatoire prend en entrée une petite graine de n bits, pensez à n comme étant 128, et il va produire une sortie y qui va être indistinguable d'une chaîne aléatoire et qui peut être très longue. Et ce que va faire Alice, alors je me donne un peu de place, elle va prendre une petite graine au hasard, comme je disais, j'abuse toujours un peu des dessins, donc ça c'est notre graine, elle va la mettre dans son générateur pseudo-aléatoire et l'utiliser pour générer quelques gigaoctets de ces données pseudo-aléatoires. Et elle va transmettre à Bob un chiffré de la petite graine et le masque, donc le masquage de ces données avec les données pseudo-aléatoires. Et tout ça, c'est très rapide, puisque Bob a juste besoin de déchiffrer un seul chiffré pour récupérer la graine, réévaluer le générateur pseudo-aléatoire et démasquer le message chiffré. Combien de temps ça prend? J'ai des chiffres qui sont même encore plus optimistes que ceux que vous avez donnés, Xavier. Si on utilise des sets d'instructions AES-NI vectorisés, on peut même, sur des ordinateurs un peu modernes, mais toujours des ordinateurs portables, disons, accessibles, chiffrer un octet avec AES en 1,3 cycles. Et donc en utilisant un générateur, donc on va être à une vingtaine de cycles à peu près pour un bloc AES, et en utilisant un générateur pseudo-aléatoire construit à partir d'un AES à clé fixée, eh bien, on va pouvoir chiffrer près de 2 gigas par seconde sur un cœur de votre ordinateur. Là, l'envoi complet va se faire en 0,6 secondes si c'est 1 giga de données, et la communication, c'est à peu près la taille des données plus pas grand-chose. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est faire la même chose en calcul sécurisé. Okay, donc on veut payer un tout petit peu de cette cryptographie à clé publique coûteuse mais inévitable, dont on ne sait pas réduire le coût, et en amortir ce coût initial en utilisant des générateurs pseudo-aléatoires. Comment est-ce qu'on fait ça? Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire un peu le problème. Donc on a Alice et Bob. Alice, elle a plein de transferts inconscients qu'elle voudrait faire, donc U1, V1, U2, V2, U3, V3. Bob, il a tous ses bits de sélection. C'est assez utile en fait d'écrire la deuxième colonne d'Alice à partir de son delta à partir de la première colonne. Donc à chaque fois, je vais appeler delta 1 le delta entre U1 et le deuxième élément, delta 2 le delta entre U2 et le deuxième élément. Donc ça, c'est juste une réécriture, mais quand on réécrit les choses comme ça, alors le résultat du transfert inconscient peut s'écrire de manière plus simple. Donc ce que reçoit Bob, en fait, c'est juste les UI plus BI fois delta I. Si BI vaut 0, il récupère UI. Si BI vaut 1, il récupère UI plus delta I. Et donc, qu'est-ce que c'est que des transferts inconscients corrélés? C'est des transferts inconscients où tous mes deltas sont les mêmes. Donc les paires d'entrées utilisées par Alice pour chaque exécution d'un protocole de transfert inconscient diffèrent d'un même delta. Et alors ça ressemble beaucoup, si vous vous souvenez du cours juste avant, à cette technique pour rendre les portes XOR gratuites dans les circuits brouillés, où au lieu d'utiliser des paires de clés aléatoires, on utilisait des paires de clés qui différaient toujours d'un même delta. Et ce n'est pas innocent, c'est des techniques qui sont inspirées des mêmes idées. Et donc ce que j'affirme, c'est que si Alice et Bob arrivent à générer des tas de transferts inconscients corrélés, ce qui, on va le voir, est plus facile, eh bien, ils peuvent décorréler ces transferts inconscients sans aucune communication et assez efficacement pour obtenir des transferts inconscients pseudo-aléatoires. Comment? Eh bien, on va faire un petit détour par les fonctions de hachage. Une fonction de hachage, vous savez ce que c'est. Ça prend en entrée une chaîne, disons, de taille arbitraire et ça renvoie une chaîne de taille fixée. Et dans une bonne fonction de hachage, on s'attend à ce que, quelle que soit l'entrée, la sortie ait l'air assez aléatoire. Et là, on va prendre une bonne fonction de hachage dont on va dire qu'elle doit être robuste aux corrélations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez des données, disons U0, U1, U2, et que vous avez des données qui leur sont corrélées, U0 plus delta, U1 plus delta, U2 plus delta, si vous hachez les données corrélées, vous cassez la corrélation,
Et donc l'hypothèse de la fonction de hachage est robuste aux corrélations si pour chaque choix potentiellement même adversarial de U0, U1, U2, une fois qu'on hache les données corrélées, eh bien, il n'est pas possible de distinguer les données hachées de données aléatoires. Alors, pour que ça se soit sécurisé, évidemment, on a besoin que dans le delta qui est aléatoire dans cette expérience, il y ait suffisamment d'entropie, donc on va se donner, ça va être une hypothèse qui fonctionne en supposant que delta a une entropie suffisante, donc par exemple, delta va être une chaîne de 128 bits aléatoires, et la somme ici va être un XOR. Et donc, votre fonction de hachage préférée, si c'est une fonction de hachage cryptographiquement sûre, on peut très raisonnablement supposer qu'elle satisfasse cette propriété de robustesse aux corrélations. Donc maintenant, on revient à nos moutons. Supposons qu'Alice et Bob réussissent à exécuter ces nombreux transferts inconscients corrélés. Comment est-ce qu'ils vont les décorréler? Eh bien, en hachant tout ça avec une fonction robuste aux corrélations. Et donc Bob obtiendra bien à chaque fois l'un des deux hachés, mais la corrélation est complètement cassée, et sous l'hypothèse de la robustesse aux corrélations, ces transferts inconscients sont indistinguables du point de vue des protagonistes de transferts inconscients aléatoires. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait tout ça, ils peuvent les stocker et les utiliser dans le protocole, les dérandomiser via le protocole de Beaver pour exécuter GMW très rapidement. Bref, si on arrive à faire ces transferts inconscients corrélés, on a gagné parce qu'on les décorrèle en hachant tout ça et on a notre aléa corrélé. Ok? Donc comment est-ce qu'on fait ces transferts inconscients corrélés? Alors encore un tout petit peu de réécriture. Donc là, la colonne des U, je vais l'appeler le vecteur U, la colonne des B, je vais l'appeler le vecteur B. Donc ce qu'a Bob, en fait, c'est juste une combinaison linéaire U plus delta fois B, où B c'est un vecteur connu de lui et U c'est un vecteur connu d'Alice. Et donc en cachant les index, on a juste un vecteur colonne, un delta connu d'Alice, et Bob doit prendre une combinaison linéaire des deux, où l'un des termes de la combinaison linéaire, c'est un vecteur B qu'il connaît. Ok? Donc c'est ça qu'on veut fabriquer, et donc on se le met dans un coin de la tête. Notre objectif, c'est de générer un grand nombre, c'est-à-dire de très grands vecteurs comme ça, qui satisfont cette corrélation de manière sécurisée à partir d'un très petit nombre de transferts inconscients. C'est la ressource rare dont on ne veut pas abuser. Et je l'ai dit, pour faire tout ça, on va utiliser un générateur pseudo-aléatoire. Et on va se donner un générateur pseudo-aléatoire qui double la taille de son entrée. Donc je rappelle la définition ici, je vais le dessiner de la manière suivante. Il prend une graine que je vais prendre comme un cercle rouge. J'utilise rouge pour dire que c'est pris aléatoirement. Et il va produire une sortie deux fois plus grande, donc que je représente comme deux petites balles. Et l'hypothèse de sécurité, c'est que ces deux petites balles sont indistinguables de deux petites balles qui seraient prises aléatoirement dès le début. À partir d'un générateur pseudo-aléatoire qui double la taille de son entrée, on a plusieurs manières de générer plus de pseudo-aléas. On a plusieurs manières d'étendre la sortie. La première, la classique, c'est ce qu'on appelle, ce que les cryptographes symétriciens appellent le stream cipher. Donc on va faire en fait une extension du générateur pseudo-aléatoire par flow. Donc on va prendre notre générateur pseudo-aléatoire, c'est une version simplifiée de stream cipher, où on va générer nos deux petites graines. On va en garder une en bas, qui est notre première sortie, et la deuxième, on va la réutiliser comme la graine suivante. Et donc on va continuer comme ça. À chaque fois, on garde une des sorties de côté, et on réutilise la sortie inutilisée comme graine suivante, et ainsi de suite. Et ça, j'affirme que toutes les sorties qu'on a gardées en bas ont l'air aléatoires. Pourquoi? En cryptographie, on utilise un raisonnement, ce qu'on appelle par jeu ou par séquence d'hybride pour le montrer. Sous l'hypothèse que notre générateur est sécurisé, donc ça c'est ce que j'appelle le monde réel, c'est le protocole qu'on considère. Si notre générateur est sécurisé, ces deux sorties-là ayant été produites à partir d'une graine aléatoire sont indistinguables d'un aléa. Donc en fait, la situation est indistinguable de celle-là. On aurait mis deux aléas ici. Mais maintenant que la graine du dessus est devenue aléatoire, les deux sorties sont de nouveau indistinguables d'un aléa, et ainsi de suite. On peut prolonger le raisonnement, et à la fin de notre séquence de changements indistinguables, on a bien toutes les chaînes aléatoires. Donc ça, c'est en version pictoriale la preuve du fait que ce qu'on produit de cette façon, c'est bien des longues chaînes aléatoires. Mais il y a une autre manière de générer de grandes quantités de pseudo-aléas à partir d'un générateur pseudo-aléatoire qui double son entrée, qui est de le faire sous la forme d'arbres. Okay? On va générer nos deux sorties, on va les voir comme les nœuds d'un arbre, et chacun des deux va être utilisé pour générer deux sorties. Donc maintenant, on va avoir 4 sorties qu'on va réutiliser pour obtenir 8 sorties, qu'on va réutiliser pour obtenir 16 sorties, et ainsi de suite. Et pareil, on peut faire une preuve de sécurité que toutes les feuilles
ont l'air aléatoires. Donc ici, dans le premier cas, en fait, on aurait pu remplacer ces deux nœuds-là par de l'aléa, qu'on ne verrait pas la différence. Ces 4-là, si on les remplaçait par de l'aléa, on ne verrait pas la différence, et ainsi de suite. Donc, si vous prenez votre graine et que vous générez un arbre binaire complet d'évaluation avec votre générateur pseudo-aléatoire, les feuilles ont l'air aléatoires. Bon, et ces arbres binaires complets, c'est la clé de tout. On les appelle des arbres GGM, du nom de leurs inventeurs Goldreich, Goldwasser et Micheli, en 84, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va prendre des arbres GGM et on va aussi en fait, combiner ça avec le chiffrement par flot, et on va vouloir étendre leurs feuilles. Donc on va prendre chacune des feuilles, la voir comme une graine et l'étendre avec notre chiffrement par flot, donc le mode d'utilisation du générateur pseudo-aléatoire que je vous ai présenté en premier. Et on va se poser une question qui a l'air de sortir de nulle part, disons, sur ces arbres GGM, qui est la suivante. Supposons que Bob veuille récupérer toutes les feuilles de l'arbre, sauf une. Donc on voudrait faire un transfert inconscient. Et par contre, ce que Bob ne veut pas révéler à Alice, c'est la feuille de l'arbre qu'il ne connaîtra pas. Donc en termes de transfert inconscient, on va faire un transfert inconscient n-1 parmi n. Bob veut récupérer n-1 des feuilles, mais il y a une feuille qui doit rester secrète, et Alice ne doit pas apprendre quelle feuille reste secrète. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et avant que je vous dise comment on peut le faire, j'insiste sur le fait que c'est là qu'il faut écouter si vous voulez avoir la technique, parce que c'est vraiment cette question qui est le tour de magie qui va nous permettre de générer tous nos transferts inconscients corrélés très efficacement. L'idée clé pour faire ça, c'est que plutôt que pour donner toutes les feuilles sauf une à Bob, il suffit de lui donner un petit nombre de nœuds bien choisis, qui sont les nœuds en orange ici, qui sont les nœuds sur ce que je vais appeler le cochemin de la racine au nœud secret, c'est-à-dire les nœuds qui sont à chaque fois le nœud frère d'un nœud du chemin. Parce que, voilà, si le premier nœud orange là sur lequel j'ai mis un highlight en dessous, si Bob le connaît, il va pouvoir recalculer les deux nœuds bleus qui sont là. L'autre nœud orange là, s'il le connaît, il va pouvoir recalculer toute la moitié de l'arbre. Et ainsi de suite, avec ce nœud-là, il va pouvoir recalculer toute la partie gauche de l'arbre, et le dernier nœud orange lui donne la partie manquante. Donc à partir de ce nombre de ces quelques nœuds, Bob va pouvoir récupérer toutes les feuilles sauf une. Et là où c'est intéressant, c'est que si on a n feuilles, on a seulement besoin de donner log n nœuds à Bob. C'est seulement proportionnel en la profondeur de notre arbre binaire complet. Donc comment est-ce qu'on va donner tout ça à Bob? Comment est-ce qu'on va permettre à Alice de révéler à Bob les nœuds oranges sans lui révéler le nœud vert, mais sans révéler à Alice la position du nœud vert? C'est là qu'on va faire des transferts inconscients, mais la clé c'est que ces transferts inconscients, on va seulement en faire un par niveau de l'arbre. Donc pour générer n feuilles, on aura seulement besoin de log n transferts inconscients, où le logarithme est en base 2. Pour le début de l'arbre, c'est facile. Il y a deux nœuds. Alice, à chaque fois, j'entoure en vert ce qu'elle va utiliser comme sa première entrée du transfert inconscient, et en bordeaux ce qu'elle utilise comme sa deuxième entrée. Et ici, Bob sait qu'il veut le nœud orange ici à droite. Donc avec ce transfert inconscient, il va sélectionner le nœud de droite. Okay. À partir du deuxième niveau, ça se complique, mais l'idée clé, c'est que maintenant qu'il a le nœud de droite, Bob peut déjà recalculer toute cette partie de l'arbre. Et on va exploiter ça dans la suite. Ce qu'on va faire dans le deuxième transfert inconscient, c'est que Alice va définir comme ses entrées la somme de tous les fils gauches des nœuds de l'arbre et la somme de tous les fils droits. Donc ici, l'entrée verte, c'est tous les fils gauches, donc les deux ici, qu'elle va sommer, et les entrées en bordeaux, c'est tous les fils droits qu'elle va sommer aussi. Et si Bob regarde dans quelle famille tombe le nœud orange, est-ce que c'est un fils gauche ou un fils droit, et récupère la somme correspondante. Donc ici, Bob va récupérer via un transfert inconscient la somme verte, et il va pouvoir en déduire le nœud orange, puisque il connaît déjà toute la partie droite de l'arbre, grâce au nœud orange qu'il a déjà reçu avant. Et donc ici, il va pouvoir recalculer ce nœud vert, et le déduire de la somme pour retrouver le nœud orange qui lui manque. Ok? Et on va continuer comme ça. Pour le nœud suivant, pour le niveau suivant de l'arbre, voilà, on a 4 fils gauches qu'on va sommer ensemble, 4 fils droits qu'on va sommer ensemble. Bob va récupérer la somme qui contient le nœud orange, et grâce à ce qu'il connaît déjà, il va pouvoir retirer tous les termes de la somme dont il ne veut pas pour en déduire le nœud orange qui l'intéresse. Et pareil pour la toute fin. Donc une fois qu'on est là,
qu'est-ce qu'on a obtenu? Eh bien, s'il y avait n feuilles dans l'arbre, on a utilisé log n transfert inconscient et on a appris à Bob toutes les feuilles de l'arbre, sauf une. Cette feuille de l'arbre, elle est pseudo-aléatoire, puisque notre arbre est pseudo-aléatoire, et la position de la feuille est inconnue de Alice, puisque en fait, les bits de choix de Bob dans ces transferts inconscients, ça correspond en fait aux orientations du chemin jusqu'à la feuille, mais ces bits de choix sont restés secrets. C'est la propriété du transfert inconscient. Et maintenant, et c'est le moment où j'écris une grosse équation, je n'ai pas tenté de la représenter avec des dessins parce que ça aurait été un peu compliqué. Donc on va se numéroter nos feuilles, hein, disons de 1 à n, ici 16, et on va toutes les sommer. J'ai appelé cette somme B, c'est la somme de toutes les feuilles. Et je vais appeler delta, le choix de la variable n'est pas anodin, pour nommer la feuille que Bob ne doit pas apprendre, et ce delta, la position delta, ne doit pas être connue d'Alice. Et on va écrire l'équation suivante, celle que je n'essaye pas de représenter par des dessins. Si vous faites la combinaison linéaire de toutes les feuilles multipliées par leur index, et que vous sommez à ça la combinaison linéaire de toutes les feuilles multipliées par delta moins l'index, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, les i fois quelque chose moins i fois quelque chose se compensent, et donc le delta se factorise, et donc vous avez delta fois la somme de toutes les feuilles, que j'avais appelée B. Ok, jusqu'ici, rien d'incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable là-dedans? C'est que cette première partie, bon, bah, Alice la connaît. Elle connaît toutes les feuilles, elle peut les multiplier par leur numéro et calculer cette somme. Et cette partie-là, Bob la connaît. Pourquoi Bob la connaît? Parce qu'il connaît toutes les feuilles sauf une. Mais la feuille qu'il ne connaît pas, c'est la feuille delta. Et la feuille delta, eh ben, elle est multipliée par delta moins delta qui vaut 0. Donc ça, ce n'est pas un problème dans la somme. Donc Bob va réussir à calculer ce terme. On peut faire pareil après avoir étendu nos feuilles. J'avais dit, quand on va faire notre arbre GGM, on va étendre nos feuilles avec un chiffrement par flow. Et donc maintenant, nos feuilles, on peut voir ça comme des vecteurs de longueur arbitraire. Et donc on va étendre toutes ces équations sur des vecteurs arbitraires. Donc maintenant, Alice et Bob ont en fait des parts de delta fois un long vecteur B, qui est la somme de toutes les feuilles. Et si je nomme ces choses-là, j'appelle moins U ce que calcule Bob, et j'appelle ce que calcule Alice, en passant le U de l'autre côté, c'est delta fois B plus U. On retrouve donc exactement ce qu'était mon objectif. Les rôles d'Alice et Bob ont été échangés, c'est normal, parce que ce protocole, lorsqu'il exécute quelques transferts inconscients, échange mécaniquement les rôles d'Alice et Bob, mais à cet échange de joueurs près, on a exactement ce qu'on voulait. Il y a seulement un défaut, c'est que j'avais dit, ces transferts inconscients corrélés qu'on vient de réussir à obtenir, on ne va réussir à les décorréler pour obtenir des transferts inconscients aléatoires que si delta a assez d'entropie, 128 bits. Bon, la delta, il n'a pas 128 bits d'entropie, il en a log n, puisque c'est la taille qu'il faut pour représenter l'index. Comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'entropie? Eh bien, on répète tout ça plein de fois. Donc on prend notre arbre, on se le met là, on bouge Alice et Bob. Ils font une première exécution, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est que pour avoir un delta avec plein d'entropie, on va vouloir les combiner entre eux. On va vouloir faire un delta qui va être, disons, la concaténation de tous ces delta i. Et on se dit, bon, bah, peut-être qu'on va réussir à faire une combinaison linéaire de tout ça pour obtenir ce qu'on veut. Ça ne marche pas parce que les bi ne se factorisent pas. On ne peut pas faire juste une combinaison linéaire de tout ça et espérer que tout va se factoriser de la bonne manière et espérer qu'on va obtenir des transferts inconscients corrélés. Mais on va faire marcher ça en faisant communiquer Alice et Bob, jusqu'ici ils n'ont presque pas communiqué, pour permettre à Alice et Bob de corriger les BI pour qu'ils soient tous égaux. Et une fois qu'ils seront tous égaux, les choses vont se combiner correctement. Alors comment on corrige un BI? Alice choisit le B qu'elle voudra mettre à la fin ici, et elle envoie le correctif B moins BI. Comme les BI sont pseudo-aléatoires et que Bob ne les connaît pas, cela masque complètement B, c'est sécurisé. Et Bob met à jour son U1 en retirant delta 1 fois le correctif. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Eh bien, le U1 mis à jour, je l'appelle U1'. Eh bien, en fait, on voit ici que ce U1 plus B1 delta 1 dont dispose Alice, on peut le réécrire comme étant U1' plus B fois delta 1. Quelque part, ici, on a eu un moins delta 1B qui a delta 1B1 pardon, qui a retiré le terme qui me gênait et qui l'a remplacé par le delta 1B que je voulais avoir. Donc, juste en communiquant ce correctif, Bob fait une mise à jour locale de ces données et ils ont maintenant bien des transferts inconscients corrélés pour ce B fixé. Donc, ils vont tous les corriger, un par un.
Et maintenant, Alice et Bob ont plein de transferts inconscients corrélés avec des delta I différents, mais le même B, et des UI différents. Et maintenant, ça se factorise. Maintenant, on peut juste faire une jolie combinaison linéaire de l'ensemble. Voilà. Et faites-moi confiance, si vous n'avez pas envie de la faire de tête, ça va vous donner U plus B fois delta, où le delta est en fait la concaténation de tous ces delta I. Et donc ce delta, maintenant, il a plein d'entropie. Et on a enfin des vrais transferts inconscients corrélés. Bon, tout ça, combien ça coûte ? Donc comme je l'ai dit, une fois qu'on les a, on rappelle, on peut juste les hacher et on aura des transferts inconscients aléatoires. Combien ça coûte ? Bon, notre arbre, pour l'évaluer, on a fait 2 puissance k appel à un PRG si 2 puissance k c'est le nombre de feuilles et que la profondeur de l'arbre c'est k. Ensuite, pour étendre les feuilles avec notre chiffrement par flow, on a appelé notre PRG une fois par feuille. Et ensuite, si on voulait faire n transferts inconscients, eh bien notre PRG pour chaque feuille, on l'a appelé n sur 128 fois. Parce qu'à chaque appel, il nous donne 128 bits. Donc on l'appelle n sur 128 fois 2 puissance k, puisqu'on fait ça pour toutes les feuilles. Et on a utilisé k transferts inconscients. Tout ça, on le répète combien de fois ? Eh bien, puisqu'on a k bits d'entropie dans delta, on va le répéter 128 divisé par k fois. Donc ça, c'est la mise à jour de ce que ça coûte. Et à la toute fin, on appelle notre fonction de hachage pour hacher l'ensemble et rendre tout ça pseudo-aléatoire. Ça, c'est les formules. Et qu'est-ce que ça donne en nombre ? Eh bien, en nombre, ça dépend en fait de k. K, en fait, c'est un paramètre de trade-off. Plus on va grossir k, plus c'est coûteux, puisqu'on se prend un coup en 2 puissance k dans la construction de notre arbre complet. Mais moins on a besoin de communiquer entre Alice et Bob, puisqu'ils ont moins besoin... En fait, la communication entre Alice et Bob, c'est cette phase de correction des BI. Et le nombre de BI qu'on a, c'est le nombre de répétitions dont on a besoin. Et ce nombre de répétitions, c'est 128 divisé par k. Donc plus k grossit, moins on communique, mais plus on calcule. Si on prend k égale 2, en implémentant ça sur un ordinateur classique, alors c'est l'implémentation de l'ordinateur de Lansroy, qui est l'auteur de ce protocole, un soft PokeNoty, publié en 2022, j'ai oublié de mentionner l'article. Il arrive à générer 53 millions de transferts inconscients par seconde sur un cœur de sa machine. Et il communique 8 octets par transfert inconscient. Donc par rapport à ce qu'on faisait avant, on a gagné un facteur 13 000 en efficacité, un facteur 16 en communication. Nos 1200 heures de calcul deviennent 6 minutes. Notre téraoctet de communication devient 70 gigas à peu près. C'est plus rapide. Et si on prend k égale 8, eh ben, on est un petit peu moins rapide, mais on est toujours 2000 fois plus rapide qu'avant. Et on ne communique plus que 2 octets par transfert inconscient. Donc maintenant, le calcul va se faire en une trentaine de minutes et la communication va être moins d'une vingtaine de gigaoctets. Voilà, donc ça vous donne un peu le panorama. Est-ce qu'on doit être content avec ça ? J'affirme qu'on doit être plutôt content, notamment parce que ces chiffres, quand même, en minutes, les minutes c'est toujours beaucoup, mais c'est des chiffres par cœur. Et ce n'est pas si difficile d'augmenter le nombre de cœurs sur un ordinateur. Votre ordinateur, il en a probablement déjà 8. Si vous utilisez un serveur un peu plus puissant, vous pouvez facilement en avoir 64, 128. Et donc, tout ça, ça se parallélise complètement et vous pouvez directement diviser ce nombre de minutes par le nombre de cœurs, puisque vous pouvez générer en parallèle des blocs des transferts inconscients dont vous avez besoin. Donc finalement, rapidement, dès qu'on utilise un ordinateur un peu moderne, on va pouvoir effectuer ce calcul pourtant complexe en quelques secondes. La bande passante, c'est un peu plus pénible à réduire. 70 gigas à communiquer, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'envoyer tous les jours. Et donc c'est là que j'arrive sur le dernier pan de l'exposé, il me reste une petite dizaine de minutes, où on se pose la question de comment est-ce qu'on réduit cette bande passante. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, mais je vais essayer de vous donner quelques-unes des intuitions. L'intuition, c'est qu'on a fait les étapes dans cet ordre-là. On a construit un arbre binaire complet, on en a étendu les feuilles. Ensuite, on a fait des combinaisons linéaires de toutes nos feuilles, pour obtenir donc, des transferts inconscients corrélés, et on les a corrigés pour qu'ils soient tous avec le même vecteur B, et c'est là qu'on a communiqué. Eh bien, la communication, elle est grosse, puisque, en fait, on a d'abord étendu nos vecteurs avant de communiquer les correctifs. Et donc, les correctifs sont longs, et on en a un certain nombre à communiquer. Tout se passerait beaucoup mieux si on arrivait à inverser nos étapes. C'est-à-dire que, d'abord, on génère notre arbre, mais on garde les petites feuilles, qui font 128 bits au lieu d'en faire, j'en sais rien, 1 milliard. On fait nos combinaisons linéaires, on applique les correctifs, et seulement une fois qu'on a appliqué les correctifs, seulement à ce moment-là, on applique notre générateur pseudo-aléatoire pour étendre les feuilles. Si on arrivait à faire ça, les correctifs à transmettre seraient tout petits, et on aurait gagné. Et pourquoi ça ne marche pas directement ? Parce que pour que ça marche, on aurait besoin que notre générateur pseudo-aléatoire soit homomorphe.
C'est-à-dire qu'on aurait ces transferts inconscients corrélés sur les graines, donc disons un alpha plus bêta fois delta, et on aurait besoin qu'en appliquant notre générateur pseudo-aléatoire dessus, on obtienne quelque chose qui est toujours un transfert inconscient corrélé plus grand. Donc on aurait besoin qu'il soit linéairement homomorphe, on aurait le résultat de l'évaluation du générateur pseudo-aléatoire sur alpha, sur bêta, et leur combinaison linéaire. Et comment est-ce qu'on fait un générateur pseudo-aléatoire linéairement homomorphe? Eh bien, c'est pas facile, mais l'idée la plus naturelle, ce serait, qu'est-ce qui est linéairement homomorphe là-dessus? C'est la multiplication matricielle. Donc on a envie de dire, notre générateur pseudo-aléatoire, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend un petit vecteur, c'est notre graine, et on l'étend en la multipliant par une grande matrice. Et là, on a plein d'équations, et la multiplication par une matrice étant linéaire, tout va bien se comporter avec notre équation linéaire là-haut. Niveau sécurité, ça va un peu moins bien se comporter, puisque ça peut être cassé par une attaque assez subtile inventée par un certain Gauss, qu'on appelle le pivot de Gauss. Donc en gros, vous résolvez le système d'équations linéaires, vous voyez qu'il est surdéterminé, et tout ça, ce n'est pas aléatoire. Pour le rendre aléatoire, l'idée, c'est d'ajouter du bruit. C'est-à-dire que ce système d'équations linéaires, pensez vraiment, on a 128 variables et on a 1 million d'équations linéaires, on va lui rajouter un tout petit peu de bruit, on va prendre, disons, quelques centaines de ces équations parmi le milliard qu'on a et on va les perturber, c'est-à-dire on va inverser le résultat aléatoirement. Si on fait ça, là, on ne sait plus résoudre ce système d'équations linéaires. C'est un problème qui est étudié depuis les années 60 au moins, peut-être même plus ancien, en théorie des codes, qui est le problème du décodage de codes linéaires aléatoires. Donc on appelle ça le problème du décodage par syndrome. Et non seulement on ne sait pas en fait résoudre ce système, mais on peut même montrer pour une matrice M aléatoire qu'on ne sait pas distinguer cette sortie d'un aléa. Donc que ça, c'est bien un générateur pseudo-aléatoire si on rajoute dans la graine l'encodage de l'erreur, ce qui ne prend pas beaucoup de place parce que l'erreur est très creuse. Donc tout ça, c'est bien, mais si on rajoute des erreurs dans le calcul, on va rajouter des erreurs dans le calcul. Donc là, notre combinaison linéaire aléatoire, maintenant, elle n'est plus correcte, mais elle n'est fausse qu'à un certain nombre de positions. Donc on a juste à corriger ces positions, et tout ça, eh bien, on peut le faire en réutilisant encore une fois nos arbres GGM. Parce que nos arbres GGM, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ils permettent de générer plein de pseudo-aléas, de manière à ce que l'autre joueur ait tout le pseudo-aléa sauf 1. Vu différemment, ces pseudo-aléas et le pseudo-aléa sauf 1, on peut voir ça comme des parts de 0. À chaque fois qu'on a le même pseudo-aléa, c'est des chaînes qui XOR à 0. Sauf à une entrée où on peut mettre autre chose. Et donc en fait, ces arbres GGM, on peut les voir comme une méthode en très faible communication qui permettent à des joueurs de se partager de manière sécurisée des vecteurs unitaires. Et donc s'ils exécutent ça quelques fois, ils peuvent se partager des vecteurs creux en XORant des vecteurs unitaires. La communication, eh bien, elle grossit juste avec la profondeur de l'arbre et non pas avec sa taille, et avec le poids de l'erreur. Et donc en utilisant encore ces arbres GGM, nos protagonistes Alice et Bob vont réussir à reconstruire de manière sécurisée des parts de l'erreur et à la retirer du résultat du calcul. Et la communication pour faire ça dépend seulement du poids de l'erreur et de la profondeur de l'arbre, et pas du nombre de feuilles de l'arbre. Ça, c'est l'idée clé, et cette construction, c'est ce qu'on appelle des générateurs de corrélation pseudo-aléatoires, puisqu'ils permettent d'étendre une petite corrélation en une grande corrélation. Et si on utilise ces générateurs de corrélation pseudo-aléatoires, j'annonce d'avance qu'on va être plus content. On peut générer quelques millions de transferts inconscients par seconde, donc c'est un petit peu moins rapide que SoftSpokenOT que je vous ai présenté juste avant, parce que on utilise des techniques un peu plus complexes, mais on est toujours 2000 fois plus rapide que le protocole initial. Et la communication, c'est 0 octet, ça c'est très bien. 0 octet, ce que je veux dire, c'est amorti. La communication est indépendante du nombre de transferts inconscients que vous voudrez exécuter. Et donc la communication, en fait, en pratique, ça va être de l'ordre de 10 kilooctets pour générer, je ne sais rien, 1 million, 1 milliard, 100 milliards de transferts inconscients corrélés. Et donc notre protocole, eh bien, il a un coût en calcul que vous pouvez toujours amortir en prenant des ordinateurs un peu plus puissants. Bien sûr, on aimerait le rendre plus rapide, mais c'est quelque chose. Si vous voulez le faire en quelques secondes, vous louez un serveur et vous pouvez faire ça en quelques secondes. Et la communication, c'est presque rien entre les joueurs. Petite ouverture du coup sur la toute fin. On a à peu près traité le cas du transfert inconscient aléatoire avec ces techniques, et on l'a vu à la toute fin, c'est lié à des questions de théorie des codes aussi, sur comment est-ce qu'on arrive à faire ça avec très peu de communication. Les mêmes questions, on peut se les poser pour tout un tas d'autres corrélations. La première, c'est la généralisation à des corps plus gros ou à des anneaux plus gros, pour le cas où des gens veulent calculer des fonctions sur des corps ou sur des anneaux. Et eh bien, c'est Random Obvious Linear Evaluations. On peut de nouveau
soit les fabriquer à partir de transferts inconscients, c'est le protocole de Neave-Guilbois de 1999, mais ça va vite être très coûteux dès que le corps grossit. Ou on peut construire un générateur de corrélation pseudo-aléatoire pour ces random OLEs. Et là, eh bien, on se retrouve tout de suite avec des questions de théorie des codes plus intéressantes parce qu'on a des propriétés algébriques plus fortes qu'on doit maintenir. Et donc, au lieu de prendre juste un code aléatoire, on est obligé de prendre un code plus structuré. Et là, il y a des questions mathématiques assez rigolotes sur les codes quasi-abéliens. Donc, on se retrouve à voir surgir un peu de nulle part de quelque chose de très combinatoire, quelque chose qui devient un peu plus mathématique et assez élégant. Donc, il y a des travaux en cours qui sont assez intéressants sur ces thématiques. Voilà, je m'arrête ici pour laisser quand même quelques minutes pour les questions. Pour aller plus loin, eh bien, je vais encore enfoncer un clou en insistant sur le fait que A Pragmatic Introduction to Secure Computation, c'est un bon livre et il est librement accessible en ligne, donc de Evans, Kolesnikov et Rosilek. Et si vous vous intéressez plus au générateur de corrélation pseudo-aléatoire, bon, bah, ça, ils n'en parlent pas dans ce livre parce que le livre date d'avant. Là, il n'y a pas encore beaucoup de ressources. Donc là, c'est principalement des ressources de moi. Ce n'est pas uniquement pour faire ma promotion, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup d'autres gens qui ont écrit des choses là-dessus. Mais il y a un post de blog que vous pouvez voir sur mon site web où je centralise toutes les ressources nécessaires pour apprendre un petit peu plus de choses là, que ce soit des tutos YouTube ou l'arbre de tous les papiers sur le sujet, si vous voulez naviguer qui a publié quoi sur le sujet, et des livres, des extraits de thèse, des choses comme ça. Et si vous voulez un livre sur le sujet, eh bien, un jour, il y aura le livre An Introduction to Silent Secure Computation qui est écrit mais qui ne sera publié qu'en février. Il devait être publié à peu près maintenant, mais ils viennent de décaler la date parce qu'ils mettent du temps à corriger toutes les typos que j'ai dû faire dans le livre. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.